Georges David Benayoun, avocat fiscaliste à Paris. Je suis spécialisé en expatriation fiscale et en fiscalité internationale et donc j'interviens sur des sujets entre la France et Israël depuis 25 ans, régulièrement des sujets d'expatriation, mais par le passé des sujets de régularisation, des sujets aujourd'hui de donation, de succession, et on voit passer toutes ces problématiques. Donc, et d'ailleurs, vous allez le voir aujourd'hui parce que on prend quoi? On prend le principe de la propriété d'un bien situé en Israël pour un résident fiscal français. Donc, on va regarder tous les impôts concernés lorsqu'on est français et comment ça va fonctionner. Donc, on va partir du principe que vous allez acquérir un bien, soit vous allez acquérir un bien directement, soit par le biais d'une structure française ou israélienne. Généralement, on acquiert directement et on voit de plus en plus l'acquisition par le biais de sociétés holding et des personnes qui créent une filiale en Israël pour créer un bien. Lorsqu'on achète un bien par le biais d'une société française, on a quasiment l'obligation de créer une structure sur place parce que la fiscalité immobilière dépend du pays où se trouve le bien. Donc c'est beaucoup plus simple d'avoir ce qu'on appelle une filiale qu'une succursale. En termes de droit d'enregistrement, vous allez vous situer à peu près à 8% en Israël, sauf si vous êtes dans une période d'alia, donc 2 ans avant, 2 ans après, où là, ça va descendre à moins de 2%. Le gros sujet qu'on voit ici en France sur l'acquisition d'un bien, et je l'explique très souvent à mes clients, c'est que, il n'y a pas de déclaration spécifique à faire lorsque vous achetez un bien. Vous devez uniquement déclarer ce bien à l'impôt sur la fortune immobilière si vous êtes redevable de cet impôt. Et comme vous êtes résident fiscal français, on a une analyse mondiale de votre patrimoine. Donc, vous avez un bien en France, vous achetez un bien en Israël, vous devrez rentrer ce bien dans le cadre de votre déclaration d'impôt sur la fortune immobilière. Alors, on voit qu'on a aujourd'hui une évolution des termes, mais de toute façon, l'impôt immobilier restera, quoi qu'il advienne. Donc, il faut en tenir compte. Alors, précision parce que à partir du moment où vous achetez ce bien, pour que ce soit une résidence secondaire, l'administration fiscale ne verra pas ce bien si vous n'êtes pas à l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, je rappelle d'abord que l'impôt sur la fortune immobilière tient compte d'une photo du patrimoine au 1er janvier de chaque année. Donc, quelqu'un qui aura acheté un bien, l'équivalent de 500 000 euros en Israël il y a plusieurs années, aujourd'hui, il devrait mettre la valeur vénale réelle du bien et pas conserver la valeur d'acquisition. Donc, il faut savoir évoluer avec la valeur, sachant que on a beaucoup de remarques de la part de l'administration fiscale, et moi je le dis dès que je récupère un dossier, l'analyse de l'impôt sur la fortune en France, c'est au 1er janvier la valeur du bien en shekel avec le cours de change du 1er janvier entre le shekel et l'euro. Ce qui signifie que même si votre bien n'a pas varié de valeur, euh, il y a très peu de chances qu'on mette le même chiffre d'une année sur l'autre parce que le shekel bouge euh, et a pas mal bougé ces 2 dernières années. Donc, si vous n'avez aucune déclaration à faire, le sujet va venir souvent du compte bancaire. Généralement, quand on achète un bien immobilier en Israël, on va ouvrir un compte bancaire. Si un compte bancaire qu'il y a lieu de déclarer en France, hein. Si vous ne déclarez pas ce compte bancaire et que l'administration trouve la propriété d'un bien, elle pensera tout de suite que vous avez voulu cacher le bien. Et là, ça va être interminable. Si vous êtes de bonne foi, ils vont vous demander la traduction en français d'un document d'acquisition israélien qui fait plusieurs dizaines de pages. Donc, respectez bien les obligations françaises concernant les comptes bancaires situés à l'étranger. Si vous êtes redevable de l'impôt sur la fortune immobilière et que vous ne déclarez pas ce bien à l'étranger, la prescription, qui est normalement de 6 ans en France, passe à 10 ans pour un bien situé à l'étranger. Par contre, si vous trompez sur la valeur du bien, euh, en donnant toutes les spécificités du bien,
la prescription est de 3 ans. Donc c'est vrai que les fiscalistes ont plutôt l'habitude de dire, je préfère me tromper sur la valeur du bien que de ne pas le déclarer. On a vu l'acquisition puis la détention, puisque l'IFI, c'est un impôt sur le patrimoine. Après, on a le sujet des biens qui sont loués, donc un sujet de loyer. Il faut savoir que classiquement, dans la convention fiscale entre la France et Israël, les loyers sont imposables en Israël. Alors en Israël, vous allez avoir deux systèmes. Un système, on va dire, où, qui ressemble aujourd'hui à ce qu'on appelle, nous, le LMNP, c'est-à-dire où vous allez amortir le bien. Et en Israël, c'est possible aussi bien si l'immobilier est donné en location nue que s'il est donné en location meublée, alors qu'en France, c'est uniquement fait pour le meublé. Et si vous optez pas pour ce mécanisme-là, vous irez sur une taxation de 10% des loyers bruts. Il faut savoir que le paiement de l'impôt israélien annule l'impôt français, puisque dans votre déclaration d'impôt, vous allez bénéficier d'un crédit d'impôt qui ne s'impute pas l'euro, mais impôt sur impôt. Ça veut dire que le 10% d'impôt ou même le zéro d'impôt que vous avez payé en Israël va vous permettre d'éviter une fiscalité très très lourde en France avec des contributions sociales. Donc, quand des clients viennent et m'expliquent, ah, mais je n'ai pas déclaré en Israël mes loyers, je leur dis, ben, soit on régularise en Israël, soit vous allez payer quand même beaucoup plus cher, puisque vous pouvez payer jusqu'à 62% d'impôts en France sur les revenus immobiliers. Donc on est très loin du 10 ou même du système du LMNP. Alors par contre, spécificité parce que c'est de plus en plus contrôlé par l'administration fiscale française, il ne vous suffit pas de reprendre les données communiquées par votre expert comptable israélien. Il va falloir les retraiter. Pourquoi? Parce que quand on regarde les textes, on explique que on peut être amené à payer de l'impôt à l'étranger, on va bénéficier sur cet impôt d'un crédit d'impôt, mais pour déterminer le bénéfice foncier, immobilier, il faut le faire selon les règles françaises. Et les règles françaises ne sont pas tout à fait similaires aux règles israéliennes. Donc, c'est vrai que nous, quand on reçoit pour nos clients des documents d'experts comptables israéliens, on va notamment les retraiter euh, parce qu'ils mettent des calculs d'impôts qui, pour le coup, ne sont pas opposables à la France. Donc, voilà, ce point aujourd'hui, l'administration fiscale le connaît par cœur. Donc, il faut vraiment faire attention. Et moi, mon conseil, c'est vraiment de déclarer quand on a un impôt proche de 0 ou 10%, ça permet d'éviter quand même des montants nettement plus élevés en France. Parce qu'effectivement, et puis en Israël, si vous déclarez pas, il se trouve qu'ils sont quand même beaucoup plus méchants que le fisc français, euh, et ils ne vous lâcheront pas. Donc là, c'était pour parler de l'imposition des loyers qui se fait avant tout en France. Maintenant, il y a un autre élément, et on voit, moi je vois arriver à présent des procédures parce que l'administration fiscale l'utilisait peu, c'est que la plus-value sur cession de biens immobiliers est imposable en Israël, mais réimposable en France sous déduction de l'impôt israélien. Donc il faut faire très attention puisque habituellement, et ça, c'est une question classique des avocats israéliens. Ils me disent non, mais nous, on a payé l'impôt en France, en Israël, nos clients n'ont pas besoin de le payer en France. C'est totalement faux. Et comme en plus, très souvent, il peut être supérieur à l'impôt israélien, notamment sur les courtes durées, c'est-à-dire quand vous avez conservé le bien entre 5 et 10 ans, classiquement, vous pouvez avoir un impôt français un peu important. Donc, pensez à ça. En termes de flux, si vous vendez et vous ramenez l'argent immédiatement en France, ce sera aussi un indice parce que votre banque fera une déclaration TRACFIN qui remontera aux impôts et elle aura de toutes les manières à l'info. Donc, la plus-value est exigée en Israël, mais la France a aussi le droit de vous demander le paiement de la plus-value et on le fait selon le calcul
français, c'est-à-dire en fonction de la durée de détention. Aujourd'hui jusqu'à 30 ans. Alors dans la nouvelle loi de finances, ils sont en train de revoir les délais, mais vu qu'on n'est sûr de rien sur ce qui va être accepté ou pas, on ne va pas en parler. Autre élément, une fois qu'on l'a acheté, une fois qu'on l'a loué et qu'on l'a vendu, on peut aussi le donner de son vivant, le donner par succession. Alors on va déjà regarder le système de la donation. La donation, dans la mesure où il n'existe pas de convention fiscale entre la France et Israël, vous avez le droit interne français qui va s'appliquer. C'est-à-dire que la convention fiscale qu'on connaît concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune. La convention ne concerne absolument pas les donations et successions. Alors pourquoi? Ben, parce que la France étant quand même recordman du monde des droits de succession, elle ne veut pas signer de convention. Elle a signé près de 125 conventions en matière d'impôt sur le revenu et moins de 30 en matière de donation et droits de succession. Donc, si vous êtes résident fiscaux français et que vous faites une donation à des enfants, qu'ils soient français ou résidents fiscaux israéliens, vous aurez à payer en France des droits de donation. Comment ça se passe? Il n'est pas nécessaire de passer par un notaire en France parce que cette opération est avant tout israélienne. Donc, vous allez faire un acte de donation devant un notaire. Vous pouvez aussi, même si en Israël on ne connaît pas le principe de la nue propriété et de l'usufruit, on va pouvoir néanmoins le contourner pour expliquer que le bien est donné sous réserve d'utilisation du bien de son vivant. Donc, ça se fait et c'est tout à fait possible. Une fois que vous avez signé ça en Israël, on a 30 jours pour régulariser la donation en France. Alors nous, on a l'habitude de le faire parce que c'est des formulaires un peu techniques qu'on remplit et qu'on dépose au centre des non-résidents avec le calcul des sommes à payer. Alors c'est très important la donation parce que la donation, c'est ce qu'il y a de pire lorsqu'on ne la déclare pas à la France. Je m'explique. On a une disposition dans le Code général des impôts qui prévoit que si une donation n'a pas été communiquée et soumise à l'enregistrement dans le mois de sa réalisation, l'administration fiscale, lorsqu'elle va en avoir connaissance, 2 ans, 5 ans, 10 ans après, parce qu'on n'a pas de sujet de prescription pour le coup, elle va avoir quoi? Elle va avoir la possibilité de prendre la valeur de la donation au jour où elle a été réalisée, par exemple il y a 10 ans en Israël, ou au jour où elle l'a découverte, aujourd'hui. Et vous imaginez bien qu'une donation faite il y a 10 ans en Israël sur un bien immobilier, au regard de l'évolution exponentielle du prix de l'immobilier, ce n'est pas la même chose quand vous faites la donation aujourd'hui. Donc, si vous allez sur une donation, réfléchissez bien et il faut absolument concomitamment payer les droits. Il n'y a aucune possibilité que vous soyez exempté de ces droits. Encore une fois, euh, vous êtes résident fiscaux français, donc dès que vous donnez un bien, même en Israël, même un résident fiscal israélien ou un résident fiscal français, les droits sont redevables en France. Même chose pour les successions, sauf que pour les successions, en fonction du décès de la personne, on va avoir un délai de 6 mois ou de 12 mois après le décès pour payer des droits de succession. Alors, généralement, on va faire ouvrir une succession en Israël. Ça met, on va dire, 4 mois si vous n'avez pas la nationalité israélienne et 2 fois moins si vous avez la nationalité israélienne. Et ce document va permettre à votre notaire français de faire la déclaration complète des droits de succession et dans l'assiette euh, des droits de succession, on aura bien la valeur totale du bien immobilier qui est qui sera donc soumis à l'enregistrement. Les barèmes sont les barèmes français avec le fameux abattement de 100 000 euros valable tous les 15 ans, puisque on repart tous les 15 ans sur un nouveau barème. Donc voilà, quand on regarde
le sujet de la propriété de biens immobiliers en Israël, on a plutôt un système très intéressant sur les loyers, beaucoup moins intéressant lorsqu'on veut faire une plus-value rapide, et ne pas oublier que si on transmet par une donation, il faut qu'elle soit connue du fisc français et payer les droits en France euh, pour ne pas avoir de sujet.